Vous avez eu un rapport plus difficile à votre père, mais là, vous vous rattrapez dans votre dernier opus parce que il y a des phrases comme ça qui changent et on va y revenir. Vous disiez, par exemple, à propos de lui, « Nous n'étions pas à l'aise ensemble. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai souhaité son absence. À sa mort, alors que vous avez 32 ans, je me suis sentie libre. Enfin, il n'était plus là. » Ça, c'est dans un après-midi de septembre. Ah oui, je me souviens très bien d'avoir dit, et je n'en suis pas fier, hein, d'avoir dit mon père est mort, c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis pas fier, mais j'ai dit ça à quelqu'un. Ma femme était présente et c'était une voisine très chère là, qui m'offrait ses condoléances. C'est-à-dire que je ne vivais pas quand il était là, c'est simple. Ce n'est que par la suite des années que je lui ai trouvé, si vous voulez, je dirais même de l'intérêt. C'est épouvantable de dire ça, mais c'est la vérité que je vous dis. Mais est-ce que vous avez mis le doigt sur le bobo, à savoir pourquoi? Est-ce qu'il vous a empêché de faire quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La seule tentative d'explication, mais là on entre, j'en parle dans un après-midi de septembre, c'est que ma mère m'a avoué, une dizaine d'années avant sa mort, elle m'a avoué une chose, elle me dit, tu sais, tu as dit à la radio, tu as dit, est-ce que mon père m'aimait? Elle m'a dit cette chose qui m'a crevé le cœur complètement. Ton père t'a aimé parce qu'il t'a reconnu. T'a reconnu, ça veut dire ceci, c'est que ma mère est tombée enceinte, elle venait d'avoir 18 ans, elle est tombée enceinte dans le Montréal des années 30, donc 1933, et elle a essayé de se faire avorter plusieurs fois. Elle a fait tous les trucs qu'une femme et la pauvre, elle avait 18 ans, n'oubliez pas, doit faire. Elle avait descendu des marches, joué à la corde à danser. Elle s'est adressée à 2 médecins pour essayer de se faire avorter et ça n'a pas marché. Donc, elle m'a dit ça. Elle m'a dit ça. Et moi qui ai toujours aimé ma mère, qu'est-ce qu'elle me disait, même si je la prenais, je l'aurais embrassée, ce que j'ai fait d'ailleurs, mais ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait souhaité ma mort. Ouais. Et c'est pas à elle que j'en veux, au contraire. Au contraire, c'est-à-dire que, fait comme je suis fait, je me suis dit, à cause de moi, elle a été malheureuse, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui... Et c'est pas la faute de mon père non plus, mais imaginez cette chose épouvantable. Votre mère qui vous dit, puis elle avait épilogué aussi, elle dit, ton père t'a reconnu, en un mot, il a reconnu sa paternité. Et elle se croyait obligée de dire, tu sais, j'étais pas une traînée, hein. C'est arrivé un soir où ton père était découragé, puis je l'ai pris, non pas en pitié, mais je l'ai tellement aimé que j'ai accepté, et tu as été enfanté dans le corridor, le portique, comme on disait dans les familles à l'époque. Ma mère s'excusait devant moi. Et ça me fait penser à Annie Ernaux. Prenons l'autre fille, oui. Où à un moment donné, elle entend une conversation et où elle apprend tout à coup que sa mère, en tout cas je ne dévoilerai rien, lisez ce livre-là, c'est à pleurer, mais il y a une filiation dans votre œuvre, je trouve, avec Annie Ernaux, cette économie de mots, parler de soi pour peut-être mieux se connaître. Vous l'avez sûrement lu, cet auteur-là. Oui. Je ne sais pas comment vous vous positionnez face à son œuvre, mais je trouve là qu'il y a vraiment une filiation. Oui, il y a évidemment beaucoup de différences aussi, mais je pense que la raison essentielle, c'est la raison qui justifierait le fait d'écrire, je pense qu'on se retrouve tous les deux. Et ma mère m'avait dit aussi qu'elle s'était corsetée pour ne pas que ça paraisse et tout ça. Vous savez, une amie
que j'ai eue et que j'ai longtemps fréquenté me disaient que ça pouvait être l'explication du côté essentiellement angoissé de ma personne, de mon être. C'est que ça ne pouvait pas être comprimé comme ça, comme fœtus, là, sans que l'être humain s'en ressente. Encore une fois, j'en veux pas à cette pauvre fille qui était ma mère, cette personne bourrée d'amour qui m'a enfanté. Hein. Mais précisons quand même que vous n'étiez pas le premier de la famille. Vous venez de le dire, votre mère est née en 1914. Oui. Donc, c'est une époque difficile. C'est une époque où, malheureusement, les enfants meurent souvent, soit avant la naissance ou tout de suite après. Vous n'êtes quand même pas le premier d'une lignée parce qu'elle en a eu 8 et il n'y en a que 3 qui ont survécu. Oui, c'est ça. C'était 8 enfants, 4 morts à la naissance. Ce qui m'a marqué aussi, c'est quand j'avais à peu près 3 ans et 2 mois, à peu près. J'avais une petite sœur de 2 ans et peut-être 2 ou 3 mois aussi, qui est décédée. Et ça a été une perte pour moi. Dans l'histoire de la famille, on me disait tout le temps que je me levais la nuit pour l'accompagner aux toilettes. Je mettais un coussin. Et quand elle est partie, comment voulez-vous qu'un enfant, à l'âge que j'avais, ne ressente pas ça comme un deuil épouvantable? Oui. Et imaginez mes parents aussi. Et j'imagine mon père qui avait, avec ma sœur, qui avait le même prénom que ma femme, Lise, qui avait une relation privilégiée avec cet enfant-là, parce que ma petite sœur était un genre d'enfant qu'aimait mon père. Il pouvait la lancer dans les airs, la caresser, alors que moi, je voulais pas qu'on me touche. Quand mon père me lançait dans les airs, j'avais peur qu'il m'étouffe, j'avais peur qu'il me laisse tomber. Oui. Votre père, qui a été fonctionnaire municipal. Oui, à la ville de Montréal. Je reviens sur lui en vous citant dans votre dernier livre, Sortir de chez soi, pour dire que des fois, 20 ans plus tard, les choses peuvent changer, on pense et on voit les gens autrement. Vous dites, « Longtemps j'ai cru qu'il, en parlant de son père, m'était hostile. Maintenant, ce sont plutôt nos ressemblances qui s'imposent à moi. J'ai mis du temps à apprendre qu'il était un être angoissé, à me souvenir qu'il souffrait d'insomnie à répétition. Si nous avions eu une seule conversation véritable, j'aurais peut-être su que bien des points nous rapprochaient. » Ah, ça, je le pense fermement. Hein. Mais comme évidemment, quand c'est trop tard, c'est trop tard. J'ai toujours banni de ma vie, vous savez, cette réaction, j'aurais bien dû. Oui. Quand c'est terminé, mais je peux quand même exprimer le regret qu'il en ait été ainsi. Cela dit, quand on écrit comme ça, on risque de donner l'impression qu'on a toujours eu raison, que c'est pas parce qu'on le dit qu'on a eu raison d'agir d'une certaine façon. J'ai vécu et je continue de vivre la mort de ma femme comme une amputation. C'est-à-dire que j'étais membre d'un couple, je ne suis plus que moi. Et ça va faire bientôt 3 ans qu'elle est décédée. Ça aurait été son anniversaire, justement, demain. Comment voulez-vous que je ne pense pas à elle, que je ne me sente pas détruit? J'habite l'appartement qu'on a partagé dans les dernières années de sa vie, dans les 5 dernières années de sa vie. J'ai autour de moi des objets qu'elle a contemplés, des instruments dont elle s'est servie, et je peux dire, et je ne souhaite pas qu'on cherche à me consoler d'aucune façon, je peux dire que la vie, depuis ce moment-là, n'est pas une vie, c'est un simulacre de vie. Ah. Autant que ça? Tant que ça, oui. Ça ne veut pas dire que je ne continue pas à lire, que je ne continue pas à écouter de la musique, que je ne trouve pas la nature belle, que je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, parce que l'auditoire est constitué surtout de femmes, hein, en grande majorité, mais la beauté des femmes et le côté irremplaçable de la féminité dans nos vies
homme ou femme, me saute aux yeux constamment et c'est un rappel. Vous savez, il y a aussi le fait que je viens d'avoir 80 ans. Il y a des gens pour qui, peut-être, ce n'est pas une alarme trop grande. Mais pour moi, ça a été le rappel qu'il y a beaucoup de choses qui ne seront plus possibles dans un délai de temps limité. Hein? Les gens me disent, vous avez de la chance, vous êtes en santé. Oui. Mais est-ce que c'est être en santé que de passer sa vie en étant constamment angoissé comme je le suis? Je ne le pense pas. Et je sais bien que je ne suis pas l'exception. Il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Mais la plupart des gens n'écrivent pas de livres. Et la plupart des gens, on ne leur pose pas des questions devant le micro. Je ne dis pas ça pour me faire... pour qu'on cherche comment dire, à apporter un remède à mes plaies. Pas du tout. Je sais qu'il n'y en a pas de remède. Vous êtes agnostique, vous l'avez toujours dit. Donc, vous n'avez même pas espoir que de pouvoir la retrouver un jour? Non, j'en suis même rendu, cher ami, à souhaiter ne plus avoir d'espoir parce que j'aimerais beaucoup avoir ce qu'on appelle une conscience zen. Vous savez, ne plus rien espérer. Mais c'est pas comme ça. Il y a tant que vous avez dans votre vie le désir et certaines espérances, vous pouvez vivre de façon très forte, très, j'allais dire, passionnelle, mais il y a toujours, si vous êtes le moindrement réaliste, il y a toujours cette conscience que dans peu va arriver le déni. Cette recherche peut sembler un peu vaine. Elle me semble vaine très souvent. Vous savez, je vais au cinéma, par exemple, mais je voyage, je continue à voyager. Quand je vais dans un musée, je me vois regarder un musée, une toile. Et quand vous n'avez pas à côté de vous la personne avec qui vous avez vécu pendant tant d'années, on dirait que ce n'est plus vous tout à fait. Et vous ne pouvez pas faire de ces remarques, même bêtes, même idiotes, même refaites des centaines de fois. Vous savez, quand, par exemple, à Paris, on traversait l'un des nombreux ponts de Paris, à peu près chaque fois, ma femme me disait « Quelle belle perspective !» et puis tout ça. Chaque fois, je me disais, l'entendant, je souhaitais qu'elle le dise. Ça faisait peut-être 50 fois qu'elle me disait, mais c'est ça la vie de couple, c'est ça l'amour, c'est ça la vie, tout simplement. Mais par contre, pendant qu'elle était là, par moment, vous auriez voulu être tout seul. Par moment, vous auriez voulu le silence. Constamment, vous savez, parce que, non, mais un écrivain, ça écrit seul. Et j'avais cette nature. Et encore une fois, quand je parle de moi, en réalité, je ne suis pas fier, mais j'ai accepté de venir ici. Il faut donc que je dise ce que j'estime être la vérité. J'avais besoin à la fois de la vie de couple et complètement, hein, mais en même temps de la solitude. Il m'est arrivé de dire, par exemple, dans les dernières années de sa vie, par exemple, avec ma femme, quand on allait en France 2 fois par année. Bon. Et les dernières années, elle avait eu des 4 AVC. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Et dans son cas, c'était perte de mémoire totale. Ça voulait dire que pendant nos voyages, que j'aimais, que j'adorais, que je souhaitais, je ne pouvais jamais la quitter. Alors que mon rêve, mon idée du voyage, c'est on mange ensemble, on va voir une exposition ensemble, on marche beaucoup ensemble, mais pendant 2 ou 3 heures, moi qui aime les disques, je m'en vais regarder des disques, et ma femme qui veut voir un film, elle va voir un film. Ça, quand vous retrouvez quelqu'un, vous ne l'aimez que davantage à ce moment-là, selon moi. Et ça m'était interdit, c'est-à-dire que les disques et les livres que j'aimais tant voir, ma femme qui était déjà
très fatiguée. Elle ne pouvait pas rester debout pendant une demi-heure. Hein, donc, j'entrais et sortais. Et à part ça, il ne faut pas que je donne l'impression que j'ai été, si vous voulez, un ami, pas un ami, mais un mari, un conjoint tout à fait présent, pour deux raisons. Je voulais écrire, et écrire, encore une fois, on n'écrit que seul. Et l'autre raison, c'est que c'est ma nature de personne solitaire. J'ai besoin de poursuivre des soliloques. Hein. C'est pas pour rien que mon émission de jazz s'appelait Jazz Soliloque, c'est que je ne voulais pas avoir d'invité à côté de moi. Je voulais donc présenter des disques que j'aimais et essayer de justifier. Il y a aussi ce qu'il faut dire, c'est que moi qui suis un admirateur inconditionnel de la vie de couple, il faut quand même que je dise qu'à certains moments, comme c'est normal d'ailleurs, j'aurais lancé ma femme par la fenêtre. Et elle aussi, sûrement, parce qu'on se tape sur les nerfs à certains moments. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un, être consolé, être soutenu par le fait que vous savez à peu près d'avance ce qu'elle va vous dire et que vous souhaitez qu'elle le dise, sans, à d'autres moments, être agacé par les mêmes choses.